La danse des mots, Yvan Amar. Bonjour, la danse des mots sur RFI, la danse des mots qui vient avec sa puce aujourd'hui puisque nous sommes mercredi et que Lucie Bouteloup frétille déjà d'impatience à la seule idée dans une vingtaine de minutes de venir nous montrer tout ce qu'elle sait faire. Mais auparavant, nous avons rendez-vous avec Valérie Cadignan à propos d'un essai récemment paru aux éditions Présence africaine qui s'appelle Fin de règne et qui est sous-titré Anne, solitude de France. Bonjour Valérie Cadignan. Bonjour, merci beaucoup de venir nous voir avec votre essai justement qui commence par ces phrases, alors qui est signé Valérie Cadignan et qui commence au premier chapitre par « Je suis né Anne Solitude en 1972, je suis noire, je suis de France ». Alors, je ne vous ai pas posé la question avant l'émission de savoir quel était votre réel état civil, disons, officiel, mais pourquoi, vous qui signez ce livre, Valérie Cadignan, commencez-vous par cette phrase « Je suis né Anne Solitude en 1972 ». Bien, vous avez visé très juste, Monsieur Amar. Mon état civil est assez compliqué, comme l'est souvent l'état civil outre-mer. Et il se trouve que sur mon état civil, mon premier prénom c'est Anne, mais que je me suis toujours fait appeler Valérie. Donc cette complexité, j'ai voulu la retraduire à travers le titre. Et solitude parce que c'est le nom d'emprunt à cette aïeule mythique qui n'est pas mon aïeule, vous l'aurez compris, mais qui est la figure féminine à laquelle j'aime me reporter et qui est la mulâtresse solitude guadeloupéenne qui est décédée en Guadeloupe en 1802. Et donc voilà pourquoi Anne Solitude de France parce que je décide de parler du lieu où je suis, comme aurait dit Glissant, c'est-à-dire je décide de parler de la France qui est mon pays. De la France, vous voulez dire depuis la France. Depuis la France. C'est le sens de l'origine. Votre parole vient de là, c'est ça que vous voulez dire. Tout à fait. Et il y a quelques noblesses également à dire Anne Solitude de France. Donc j'aime ce nom qui correspond assez. C'est vrai que ça a une certaine classe. Et ça fait référence non seulement au personnage réel, même s'il est mythique, mais aussi au roman qu'il a fait connaître, qui est le roman de Jacques Schwarzbart, La mulâtresse solitude. D'ailleurs, très récemment, Simone Schwarzbart et son époux ont fait la suite de Solitude en éditant un livre qui s'appelle L'ancêtre en solitude. Donc Solitude, c'est ce personnage qui reste très important dans l'histoire des Antilles et qui est vraiment une figure à laquelle il peut être intéressant de se reporter quand on n'a pas d'autres modèles d'identification. Alors, votre livre s'appelle Fin de règne, c'est un essai, mais c'est un essai qui commence par un certain nombre de rappels biographiques et autobiographiques, puisque vous dites que justement, c'est une question qui vous a pendant très longtemps tourné dans la tête, de savoir qui vous étiez, comment vous représentez celle que vous étiez. Ça a été très naturel pour vous de partir d'un problème extrêmement personnel et extrêmement intime pour essayer de le théoriser ? Oui, alors encore une fois, c'est très juste ce que vous dites là. Et lorsque j'essaie de qualifier mon essai, je dirais que c'est un peu un objet littéraire non identifié, dans le sens où il est à la fois, il prend à la fois dans l'essai, dans le témoignage. Donc dans l'essai, c'est des pistes de réflexion. Alors il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, mais il pose des questions sur le vivre ensemble et sur la permanence de certains clichés, de certains stéréotypes dans la société française, mais il pose aussi la question de savoir pourquoi certains peuvent être quand même intéressés par le sort des autres et peuvent s'intéresser à des causes qui apparemment ne les toucheraient pas personnellement. Donc il y a un mélange entre mon expérience personnelle, puisque forcément celui qui écrit parle de lui au premier chef, mon expérience personnelle, mais aussi avec une volonté d'ouverture et une volonté de
de proposer des pistes de réflexion sur les raisons pour lesquelles il pourrait être finalement beaucoup plus enrichissant pour tous de s'intéresser aux autres, de savoir comment ils vivent, comment ils fonctionnent. Et vous revenez sur un certain nombre de perplexités, disons, qui ont été les vôtres quand vous étiez jeune fille, sur le fait qu'il est très difficile de s'identifier à un modèle quand on est française, quand on est noire, quand on est antillaise, et vous êtes née en Martinique. Et en particulier, vous écrivez « Comment trouver un modèle identificatoire dans un ordre qui ne vous ressemble pas ?» Alors, bien que vous disiez que vous avez posé plus de questions que donné de réponses, quel ensemble de réponses, quelle amorce de réponses vous pourriez donner à cette question qui, en effet, est tout à fait importante? Oui. Alors, sur l'absence de modèle identificatoire, finalement, et paradoxalement peut-être, ça aboutit aussi à une richesse à laquelle je ne m'attendais pas forcément, qui est, par exemple, quand vous êtes enfant et que vous grandissez avec d'un côté sur votre mur épinglé la tapisserie de Bayeux, donc tapisserie qui rappelle les victoires de Guillaume le Conquérant sur les Anglais. C'est difficile pour une jeune femme morte s'identifier à une licorne. Voilà, c'est-à-dire que c'est important parce que c'est notre histoire, c'est l'histoire de la France. Mais à côté, il manquait d'autres pans de l'histoire qui auraient pu me faire comprendre d'où je venais et où j'allais. Donc effectivement, certaines figures ont manqué, mais je les ai retrouvées plus tard. Je les ai retrouvées en comprenant et en rencontrant des professeurs, des historiens. Et effectivement, certaines figures comme celle que je citais tout à l'heure, alors peut-être est-elle un peu imaginaire de la Mulettresse Solitude, mais d'autres bien réels, par exemple Louis Delgrès, qui lui est un homme qui s'est battu contre le rétablissement de l'esclavage et qui, alors ça c'est vraiment une formule à laquelle je tiens énormément, Louis Delgrès, qui avant de mourir, avant de se suicider avec ses compagnons, a écrit une déclaration qu'il adressait à l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Alors moi, ce que je trouve fort dans cette déclaration, c'est le fait que en 1802, cet homme, conscient de tout ce que portait les Lumières, de tout ce que portait la philosophie des Lumières, et était conscient également que ça ne s'appliquerait pas à lui, et s'adresse à la postérité pour lui faire entendre ses causes et son innocence et ses malheurs, comme il dit. Alors Valérie Cadignan, je vous propose tout de suite d'écouter Jenny Alpha, qui est une grande chanteuse martiniquaise, qui est morte il y a quelques années, à ce bel âge de 100 ans, et qui était aussi, dans ses chansons en français qu'elle chantait, porteuse de ses ambiguïtés et de ses paradoxes, et qui peut nous faire comprendre un certain nombre de choses. Tous ces muguets que fleuris, tes oiseaux qu'avec tes oisellios, mon cabot dans l'allée des soupirs, l'amour qu'a voltigé, colibri, venu donc moi. Flûte, violon, guitare, en bas balcon moins, cabas moyen sérénade, la diane d'argent, du bel muguet moins. Marée que l'amour est moins. La 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 On vient d'entendre donc Jenny Alpha. On parlait il y a un instant de Moon de Rivel. Moon de Rivel chantait essentiellement en français, Jenny Alpha parfois en créole. Valérie Cadignan, justement, revenons à ce problème pour la jeune fille que vous avez été du manque de modèles auxquels on peut s'identifier. Vous parlez à un moment de chevelure, vous disiez quand j'étais jeune, parler de cheveux soit, mais une chevelure, elle était forcément blonde. Bon, ça, c'est votre imaginaire, parce que le mot chevelure, depuis bien longtemps en français, il peut évoquer une chevelure tressée, une chevelure noire. Ça date pas d'hier, on n'a qu'à lire Baudelaire, hein. Oui. Bon, mais pour vous, c'était un petit peu différent. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est plus pareil ?
Oui, aujourd'hui, il suffit de voir tous les mouvements qui sont dits afro-féministes, dont je ne fais pas partie, mais que j'observe avec beaucoup d'intérêt, et toutes les questions liées à la chevelure, au retour du naturel, pour voir que c'est quand même un sujet qui occupe beaucoup les jeunes femmes noires d'aujourd'hui, et pour qui ça constitue... Le naturel est un sujet glissant. Voilà, qui constitue vraiment un sujet politique, mais au sens étymologique, c'est-à-dire la place du citoyen dans la cité pour ces jeunes femmes qui investissent vraiment cette thématique avec vraiment beaucoup d'énergie. Donc la question du cheveu, à travers la question du cheveu, il y a aussi la question de la représentation de ce que peut être la beauté. La beauté, pour citer un exemple, donc dans les lectures que j'ai pu avoir, qui sont des lectures guidées bien sûr lorsque vous êtes au collège, quand vous êtes au lycée, les représentations étaient toutes celles, par exemple, de Madame de Mortsauf dans le Lys de la Vallée, toutes ces représentations de femmes très belles, à la peau très diaphane, voilà, avec des caractéristiques très comment dirais-je, caucasiennes. Et donc effectivement, ça c'est un patrimoine que je veux. Dans un pays blanc, ce qu'a été la France pendant extrêmement longtemps, la littérature ne pouvait montrer que des hommes et des femmes blancs. Et ça fait partie de notre patrimoine commun, c'est-à-dire que personnellement, ces figures, j'aime aller voir, j'aime aller lire et j'aime aller retrouver. De même, comme je l'écris dans l'essai, que lorsque j'ai découvert, par exemple, Autant en emporte le vent, Viviane Lee, c'est une actrice que je trouve très belle et à laquelle, en tant qu'enfant, je voulais également m'identifier comme toutes celles. C'est très intéressant, je trouve, que vous me disiez ça, parce que ça pose le problème de ce qu'on fait, de ce qu'on vous donne comme élément patrimonial. Autant en emporte le vent est quand même un roman raciste. Oui. Un roman du Sud, un roman, quand on le lit avec un peu de distance, qui vous fait dresser les cheveux sur la tête. En même temps, quand on le lit, quand on est adolescent, on s'identifie, on adore Scarlett, on adore Red Butler, etc. Et ça reste dans la personnalité qui nous a forgés. Donc, qu'on soit noir ou blanc, on est ensuite héritier de cette contradiction. Tout à fait, on est héritier de ces contradictions. Et lorsque, c'est également le propos de mon livre, lorsque aujourd'hui, par exemple, vous lisez des paroles de chansons racistes de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, aujourd'hui on vous dirait mais attendez, mais qui connaît ces chansons? Plus personne ne les chante, plus personne ne sait même qu'elles ont existé. Il n'empêche qu'elles ont forgé l'imaginaire collectif, passivement comme activement, c'est-à-dire aussi du côté des personnes qui étaient visées par ces chansons, ce sentiment effectivement d'être différent des autres. C'est sûr, mais je pense qu'il faut les juger de façon historique. Oui, mais bien c'est-à-dire qu'il ne faut pas plaquer sur des chansons qui ont, mettons, 100 ans, puisque vous citez par exemple une chanson de 1913 à un moment qui est terrible, mais qui est une chanson de 1913. Voilà. Il faut la juger, mais par rapport à l'histoire, par rapport à son temps, et pas par rapport à une idéologie qui est celle de 2018. Alors, loin de moi, d'ailleurs, le désir de juger cette chanson, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas, ce n'était pas la même façon, ce n'était pas la même époque, ce n'était pas la même façon de vivre. Et effectivement, il n'y a pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Aujourd'hui, le jugement, si jugement il y a, c'est cette façon aujourd'hui qu'on a de méconnaître tout de même ce qui a existé et ce qui a forgé nos imaginaires. Parce que même si, encore une fois, nous ignorons tout de ces chansons et de ces paroles, eh bien collectivement nous avons été façonnés par ces paroles, comme nous sommes façonnés toujours par l'emploi de certains mots ou par certains clichés qui, bien malgré nous, d'ailleurs, nous sommes tous concernés. Il n'y a pas là d'un côté des bons et de l'autre côté des gentils, mais nous sommes tous collectivement façonnés par le langage que nous employons et par également les représentations que nous avons. Eh bien, puisque on peut écouter de la musique, je vous propose d'en écouter encore un petit peu avec la Joséphine Baker. Joséphine Baker a un problème. Elle n'a pas pu arriver. Elle a raté le bateau. Oui, je suis désolé. Si j'osais, je vous demanderais bien de chanter quelque chose à sa place. Mais vous finiriez mal, Monsieur Amar. Mais voilà. Mais Joséphine Baker, effectivement, c'est un excellent choix parce que Joséphine Baker, c'est cette femme qui arrive avec sa liberté d'artiste, qui arrive en France à une époque où aux États-Unis, elle ne peut pas avoir la même liberté, qui trouve en France un terrain d'expression qu'elle n'avait pas aux États-Unis.
États-Unis. C'est une femme qui aime la France, qui s'est installée en France et qui, à sa façon, a essayé de lutter contre les stéréotypes, même si, à mon avis, elle en a été quand même aussi victime. Alors, à partir de là, vous posez un autre problème qui est tout à fait intéressant. Que fait-on des mots qui sont nés par rapport à cette idéologie, qui la portent, qui ne peuvent pas s'en défaire, et en même temps qui font partie de notre vocabulaire d'aujourd'hui? Vous parlez du mot noir en disant on peut pas supprimer le mot noir du lexique, du dictionnaire. Vous parlez aussi du mot nègre dans une acception tout à fait particulière, celui qu'on appelle parfois le nègre littéraire, c'est-à-dire que celui qui écrit un texte pour quelqu'un d'autre, une personne obscure qui ne sera pas mentionnée et qui écrit les discours d'un homme politique, ou bien qui travaille pour un écrivain qui n'a pas le temps de signer tous ses livres. Balzac en avait beaucoup, etc. Et voilà ce que vous dites. La persistance de l'emploi de l'expression nègre pour désigner l'auteur anonyme d'un texte signé par une personne célèbre est une verrue dans notre langue, une insulte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut une police du langage? Ce n'est pas un appel au politiquement correct. Ça y ressemble quand même étonnamment. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que il s'agit pas de ravaler de tout notre vocabulaire, toute notre langue qui est belle et qui a une histoire. Mais par exemple sur ce mot précis, je parle pas de l'art nègre parce qu'il y aurait quand même beaucoup à dire aussi. Mais l'art nègre, ça fait partie du vocabulaire de l'histoire de l'art. Voilà. Donc si on décide de plus parler d'art nègre, non, mais justement, je ne parle pas haïtien de l'art nègre. Très bien. Mais qui date sur donc, en gros des années 20, du début de l'entre-deux-guerres. Mais la revue nègre, l'art nègre, le nègre fondamental d'Aimé Césaire. Mais là, je parle de l'expression nègre qui et par exemple les Anglais ont trouvé une autre façon de dire les choses. Ils parlent de ghost writer, c'est-à-dire l'écrivain fantôme. Oui, mais ça fait longtemps qu'ils en parlent. Peut-être, mais justement, on pourrait s'interroger parce que ils n'ont peut-être pas non plus le même rapport avec leur passé que nous. Mais ghostwriter, pourquoi aujourd'hui nègre? Ce qui littéralement veut dire écrivain fantôme. Oui, mais le nègre écrivain ramène tout de même à cette condition de servilité, de quelqu'un qui, blanc, noir, jaune ou n'importe quelle autre couleur, se retrouve dans une position de service par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc, pourquoi employer ce mot quand d'autres mots sont possibles? C'est tout ce que Alors, je ne dis pas que ces choses doivent être effacées d'un trait de plume, mais tout du moins, comme vous le ferez tout à l'heure dans une autre émission sur l'origine des mots, pourquoi ne pas s'interroger sur l'origine des mots que nous employons? Alors, Valérie Cadignan, vous poursuivez en écrivant le mot noir existe et on doit bien sûr continuer à l'employer. Mais que penser des rires sous cape des participants à une réunion sur le travail illégal, animée par un individu noir, lorsque quelqu'un lance « travail au noir », avant de s'excuser, hilar, trop heureux de son bon mot. Oui. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est le fait que vous pointez non pas tellement l'utilisation du mot, mais la gêne et parfois même l'espèce de connivence un peu glauque qui se mêle à l'utilisation d'un mot semblable. Voilà, avec aussi l'ignorance qu'il peut y avoir de l'expression qu'on utilise, parce que là, pour le coup, travailler au noir signifie, à moins que je ne me trompe, mais ça signifie travailler dans l'obscurité, à la chandelle. À mon avis, voilà, vous ne vous trompez pas là-dessus. À la chandelle et non pas du travail entre guillemets. C'est du travail qui n'est pas déclaré. Qui n'est pas déclaré. Voilà, ça n'a rien à voir avec le travail d'un noir ou autre minorité. Mais il se trouve que ce sont des expériences vécues que je rapporte, de même que la gêne dont vous parliez. Cette gêne aussi est occasionnée lorsque le mot nègre est utilisé en ma présence, par exemple par des personnes qui vont se reprendre en disant pardon, excuse-moi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même ce sentiment de malaise. C'est pas moi qui l'ai, c'est l'interlocuteur qui est en face de moi qui lui-même se dit tiens, voilà, c'est un mot qui n'est peut-être pas adapté. Alors, une dernière question, Valérie Cadignan. Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent en ce moment, qu'on est à une période de bascule? Vous le mentionnez à 2 reprises dans votre livre. Vous dites d'abord à une période fin 2009, début 2010, au moment de l'élection d'Obama, il s'est passé un certain nombre d'autres choses. J'ai senti que quelque chose changeait. Et puis, vous dites aussi à un autre moment, aujourd'hui, notre vieux monde bruit de craquements sourds. Comme si on était sur le point d'entrer dans une nouvelle
nouvelle période. Est-ce que vous avez vraiment ce sentiment-là par rapport justement à cette coexistence de gens dont le passé, dont l'origine ne sont pas semblables? Oui, en tout cas, c'est ce que j'espère. Aujourd'hui, avec donc tous les moyens que nous avons aujourd'hui d'entrer en communication instantanément les uns avec les autres, eh bien, cette façon de catégoriser les gens et de les empêcher effectivement dans le monde réel d'accéder à une forme d'égalité, par exemple, eh bien, se fait ressentir encore plus fortement parce que ces personnes ont beaucoup de liberté sur les réseaux sociaux, via Internet et dans le vrai monde, entre guillemets, se sentent limitées. Donc, personnellement, j'aspire, enfin, je souhaite que les choses changent, mais ce que je constate, malgré tout, c'est que notre histoire bégaye et que à plusieurs reprises dans l'histoire, cette impression a pu survenir, comme par exemple, je le cite également en 1956, le premier congrès des intellectuels noirs à la Sorbonne. Beaucoup de bruit, et puis dès que c'était fini, on n'en parlait plus, c'était comme oublié. Voilà. Ça m'a étonné ce que vous disiez là-dessus. Oui, c'est-à-dire que quand on cherche les réponses et qu'on tombe sur ces événements historiques qui se sont produits, et on se dit, mais finalement, cette réflexion, elle existe depuis belle lurette. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui encore, on a l'impression que les choses bégayent, qu'elles sont sur le point d'advenir et qu'elles n'adviendront peut-être pas. Il y a parfois des choses qui se font un peu tôt. Elles sont en avance sur leur propre histoire. C'est bien qu'elles soient là, mais en même temps, on peut attendre peut-être longtemps pour qu'elles aient l'écho désiré. Oui, tout à fait. C'était la fameuse déclaration dont je parlais, qui est importante pour moi, de Louis Delgrès, qui déjà avait tout compris, puisque il avait compris que dans les principes même des Lumières se trouvaient finalement les clés de notre avenir commun. Eh ben, merci beaucoup Valérie Cadignan d'être venue dans la danse des mots parler de Fin de règne qui vient de paraître chez Présence Africaine. Il est temps de retrouver maintenant la puce à l'oreille. La puce à l'oreille. Bonjour Yvan. Bonjour Lucie. Paris, le printemps. Mais oui, vous l'avez dit, le printemps. Comme vous êtes printanière aujourd'hui, Oui, Lucie. le printemps m'inspire toujours énormément. Alors le printemps, les premières terrasses au soleil et le plaisir de déambuler dans une brocante trouvée par hasard comme ça au détour d'une ruelle ou d'une placette. Fureter, fouiller, négocier à la recherche de la bonne affaire, de l'objet précieux ou insolite. Comme cette jolie broche que j'ai trouvée dimanche dernier pour 3 fois rien. Regardez un peu, Yvan. Mais c'est que vous êtes chanceuse, Lucie. Je le suis beaucoup moins que vous. Moi, je me suis acheté une cocotte minute. J'étais très content. Une cocotte minute pour un bon prix. Je reviens chez moi. Je veux faire une poule au pot. Ça ne marche pas. Cette cocotte minute ne cuit rien. Elle ne vaut pas tripette. Mais pas tripette du tout. Non de non, elle ne vaut pas tripette. Eh bien, c'est bien l'expression du jour, ne pas valoir tripette. Et pour tout savoir sur cette expression, eh bien, c'est le linguiste Daniel Lacotte qui nous accompagne encore cette semaine dans la puce. Mais d'abord, on file dans la classe de CE1 de Delphine Pereira Souza à Paris dans le 17e arrondissement. Ça ne vaut pas tripette. C'est parti. Ça veut dire quoi, tripette? Ça veut dire des choses en triple. Peut-être ça veut dire que ça perd les popettes. Ça vaut pas ce truc contre ce truc. Ouais, c'est pas égal. Ça vaut pas tripette, par exemple, ça veut dire ça va pas très bien. C'est comme quelqu'un échange contre quelqu'un, mais il avait un triple et l'autre se fait arnaquer. Ça vaut rien, triplette. Moi, ça me fait penser à triette. Moi, ça me fait penser à trompette. En fait, ça me fait penser à une belle vie. Ça vaut pas un clou. La puce à l'oreille. Alors, ça vaut pas un clou, ça perd l'hypopète. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Lacotte? Ah bah ça vaut pas un clou, hein, formidable. Hein. Ça vaut rien, ça vaut pas une maille. Hein, une expression dont on a parlé l'autre jour. Hein, c'est un peu ça. Ça n'a aucune valeur, aucun intérêt. Aucune valeur. Et alors, ce qui est très marrant, sans qu'ils le sachent, et c'est ça qui est formidable d'aller chercher chez des enfants comme ça l'explication, parce que c'est toujours
vraiment très très intéressant. À chaque fois que je viens, je le dis, mais je le redis parce que ils ont trouvé ou cherché des consonances en et. Vous avez vu, hein? Oui, ça les inspire, le et. Le et les inspire. Alors c'est un suffixe très utilisé dans l'argot justement, mais aussi dans les mots courants. Alors c'est ce qu'on peut appeler un suffixe légèrement dépréciatif. Hein. Alors on le trouve dans amourette, on le trouve dans chaînette, bouclette, je sais pas, clochette. Bon. De quand date cette expression alors? Cette expression, elle est plutôt au 16e aussi, 16-17e. Qu'est-ce que c'est que cette tripette? Alors la tripette, donc, c'est suffixation en et, hein, suffixation de la tripe. Alors, qu'est-ce que la tripe? Ce sont des abats, en fait. C'est les intestins. Oui, plutôt le boyau et surtout l'intestin et l'estomac. Alors, quelle valeur ça a, les tripes? Alors, la tripe n'a pas grande valeur, encore que aujourd'hui, très curieusement, les abats valent assez cher sur le marché. Et le fait qu'on ait mis tripette, ne pas valoir tripette, ou ça ne vaut pas tripette, c'est vraiment la signification que ça ne vaut pas grand-chose. Ce sont des choses qui n'ont aucune valeur, les abats, en principe. D'accord ? Pourtant, avoir des tripes, ça a toujours eu une valeur hautement positive. Oui, avoir des tripes parce que ça, c'est chez l'humain, hein, chez l'humain, chez l'hominidé. Un acteur qui a des tripes. Bipède pensant, oui. Un acteur qui a des tripes ou quelqu'un qui a des tripes, ça veut dire au contraire qu'il est courageux et donc qu'il a de la valeur. Il joue avec ses tripes. Et il joue avec ses tripes, donc il joue avec ses. Il met du cœur pour revenir aux abats de tout à l'heure. Voilà, il joue avec son corps. Donc il a du courage. Il a du courage. Hein. Il a du courage, mais là on a rajouté ce suffixe et. Donc en fait, qui est dépréciatif ou il a des petites tripes, donc il n'a pas de courage. Il n'a pas de courage, voilà. Alors au 17e, on retrouve dans le dictionnaire de Trévoux le verbe triper qui voulait dire fouler aux pieds et par extension mépriser. Ouais, c'est ça. Donc l'expression viendrait probablement de ce verbe. Du verbe triper, oui. Du verbe triper. C'est une explication étymologique qui existe. Alors encore une fois, dans ces cas-là, quand il y a plusieurs explications possibles de ce genre, et je me répète parce que je l'ai déjà dit dans les semaines précédentes, ça veut absolument pas dire, il s'agit pas d'opposer des chapelles de linguistes. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que les explications que nous donnons sont des explications qui existent, mais il y en a plusieurs. Hein. C'est comme ça qu'il faut le. Et il y en a encore une autre. À moins tout simplement que cette tripe, elle était trop petite pour qu'elle soit tout simplement jetée dans la marmite. Une tripette. Ça vaut pas tripette, ça vaut rien. Ça voilà, peut-être aussi. On va même pas en faire un ragoût, quoi. Exactement, ni un ragoût, ni une ragougnasse, ni une ripopée, ni un salmigondi, voilà, parce que tout ça, ça veut dire, ce sont des ragoûts, hein, selon dans différentes régions de France. Et il y avait aussi numéroter ses abattis. Qu'on a déjà fait dans la puce à l'oreille. On revient aux abats de tout à l'heure, on revient à la tripe. Et ça je vous sens bien inspiré par l'histoire des abats, Daniel Lacotte. La tripe. Bon, on en vient à nos fameux synonymes. Alors, quel synonyme pour ça vaut pas tripette? Il y en a un paquet. Il y en a un paquet en plus. Ça vaut rien évidemment, mais ça c'est pas une expression. Ça vaut pas un clou. Ça vaut pas un clou. On l'a dit tout à l'heure. Le petit gamin. Là, ça vaut pas un sou. Oui, ça vaut pas un sou. Ça vaut rien. Ça vaut pas un pet de lapin. Oui, oui. Ça vaut pas un copec. Oui, toujours le sou. Oui, tout ce qui est en rapport avec le sou. Le copec, le radis. Oui. Les radis aussi, oui. Ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle, oui aussi. On peut, oui, bien sûr. Et ailleurs, est-ce que vous savez qu'au Liban, on dit que ça ne vaut pas une pelure d'oignon? Ah non, je ne savais pas. En Allemagne, on dit ne pas valoir une chanterelle, le champignon, la chanterelle. Ah, la chanterelle, oui, justement, ça m'étonne un peu, ça, parce que, c'est vrai, hein, bien sûr, mais c'est un peu étonnant. Parce que c'est un champignon un peu noble. Oui, c'est un champignon, c'est noble, hein, la chanterelle. Chez nous, je sais pas comment ça se passe en Allemagne, peut-être qu'il y a les sous-bois sont très riches. Ils aiment pas les chanterelles, Bon, je vous remercie beaucoup, Daniel Lacotte. Merci, Lucie. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces semaines dans la puce à l'oreille. Je recommande à nouveau votre ouvrage à tous les auditeurs. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.
Eh bien, moi aussi, je remercie Daniel Lacotte, interrogé bien entendu par Lucie Bouteloup, et je remercie Valérie Cadignan, dont je rappelle le livre Fin de règne, c'est sous-titré Anne Solitude de France, un essai publié tout récemment aux éditions Présence africaine. Valérie Cadignan qui était ici dans la première partie de cette émission La Danse des mots, qui vous est proposée par le réseau Cadopé et par RFI. Yann Leny, Véronique Durand, Lucie